Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau série en série. Aujourd'hui, on va parler d'un monde obscur. C'est pourquoi j'ai gardé la force noire, la force obscure, le Darth Vador. Parce qu'on va parler de démons, de vampires, de sorcières. On va parler d'un truc qui est tellement taré qu'il est même mieux que Twilight. Largement mieux que Twilight. On va parler de Discovery of Witches. C'est parti! Alors de quoi ça parle? Ça parle simplement d'une sorcière qui a très peu de pouvoir, qui va aller à une bibliothèque parce qu'elle étudie l'alchimie, et elle va emprunter un livre, le Ashmole 782. Ce livre n'a pas été emprunté ni lu par personne depuis des siècles et des siècles. En ouvrant ce livre, elle va tomber simplement sur un dessin qui va s'engraver dans sa main et va lancer une onde magique à travers le monde. Ce qui va permettre aux autres créatures de comprendre qu'il s'est passé quelque chose là spécifiquement à Oxford dans cette librairie et que du coup il va falloir enquêter dessus pour les créatures obscures. Demons, vampires and witches. Les créatures obscures ont trois familles. Une, la plus principale et celle qui contrôle la majorité du monde, ce sont les vampires. Alors c'est pas les vampires comme on les connaît, qui subissent la lumière du soleil, qui se prennent des pieux dans le cœur ou quoi que ce soit, non, absolument pas. Hiding in plain sight. Ce sont des créatures qui peuvent vivre le jour et la nuit, qui ont besoin de sang pour se nourrir effectivement, et donc qui boivent le sang Forbid interspecies relationships. voilà, comme ça, mais ils peuvent mourir simplement d'une balle, d'un coup d'épée ou d'un arrachage de gorge comme n'importe qui. Ils ont une super rapidité, une super ouïe, un super odorat, mais ils ne sont pas immortels, invincibles et ne possèdent aucun pouvoir magique, juste la force physique suprême. On a les sorciers. I'm not in control of it. Les sorciers, eux, contrôlent la magie, toutes les formes de magie, la haute magie, la magie élémentaire, la magie des ténèbres, enfin tout plein de styles de magie différentes. Mais ceci en échange d'une vie humaine simplement. Ils sont considérés quand même comme des créatures car il faut avoir à la naissance un certain don pour pouvoir faire de la magie. Tous les humains de base ne peuvent pas le faire. La troisième partie, qui en 2 saisons a été très peu utilisée et que je suppose sera beaucoup plus utilisée dans la troisième partie, ce sont les démons. Alors, on apprend des démons que ce sont des démons et que ils dépérissent avec le temps comme toutes les autres races, mais que c'est tout. On n'a pas de démonstration physique ou quoi que ce soit de c'est quoi la différence entre un humain et un démon pour l'instant. Donc je peux pas vous en dire beaucoup plus sur le monde des démons. Voilà, ce sont les 3 factions qui existent. La sorcière qui a donc lu le livre s'appelle Diana. Diana, elle, vient d'une famille, les Bishop, qui avaient des parents apparemment assez puissants dans l'univers de la magie, mais elle se retrouvait bloquée de magie. Avec ce livre, elle se retrouve débloquée de la magie, donc il s'avère que c'est une sorcière puissante. To determine what's happening to us, we have to understand our beginnings. Mais qui ne contrôle absolument pas ses pouvoirs et qui est poursuivie par toutes les créatures parce qu'elle a lu le Ashmole 782 que tout le monde veut lire, car c'est le livre, comme l'on dit, comme l'on pense que c'est pour l'instant, le livre de la vie. C'est-à-dire le livre qui raconte toute la création des créatures, pourquoi elles sont là et tout. Et l'un des personnages principaux qui va aller directement au contact de Diana, c'est Matthew. Book. I've been looking for it for over a century. Matthew de Clermont. Matthew est un vampire, un très vieux vampire qui a plus de 600 ans et qui a une fâcheuse tendance à vouloir bouffer tout ce qui est joli et plutôt magique. Donc, ils vont avoir une rencontre assez intéressante, au niveau vampirique, au niveau magie et tout. On a des véritables tensions qui pourraient être presque équivalentes à celles de Vampire la Mascarade, si vous connaissez un peu le jeu de rôle, ou alors de Anne Rice, tu vois. Vraiment des trucs un peu tendus du cul, tu vois. Lors de leur première rencontre, par exemple, le vampire va dire « Oh, elle est bonne, je la boufferai bien, c'est génial », donc il va lui demander de passer à côté de lui, mais sans courir, sans rien faire, sans paniquer, parce que du coup ça déclencherait son état animal qui le forcerait à la chasser. Et donc Diana va faire confiance à Matthew pour partir ensemble à la quête du Ashmole.
Voilà, ça c'est le plot principal. It's not about the book, is it? Pour en venir un peu plus dans le monde et l'explication, hein, on a une congrégation. Une congrégation, c'est un rassemblement des créatures, des plus puissantes créatures, pour gérer les lois et les accords et les interdictions entre elles. Parce qu'il y a des lois très strictes et qui ont été éditées par Philippe, le père de Matthew, il y a des centaines d'années. Donc parmi ces règles, il n'y a pas le droit de mariage entre deux races différentes, ça des races entre eux quoi, hein. Donc un vampire ne peut pas se marier avec un démon, et un démon ne peut pas se marier avec une sorcière, Enfin, quand je dis sorcière, il y a sorcier aussi, hein. C'est pas unitaire, tu vois. Et ils peuvent pas se marier ensemble, tu vois, par exemple, et ils doivent, s'il se passe quelque chose de master, de gigantesque, comme l'apparition du Ashmole 782, et ben, il faut qu'ils se rassemblent pour en parler, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout en sachant que chacune des factions est en opposé avec l'autre, il veut plus de pouvoir pour contrôler la congrégation et être le plus puissant. Voilà, donc ça c'est le système un peu juridique, politique de ce monde. The Covenant. Dans ce monde, on a chaque vampire, chaque démon, chaque sorcière a un travail ou une position normale parce qu'ils doivent se cacher à la vue des humains en sujet à la congrégation. Matthew, lui, il est chercheur en biologie et il possède son fils, né vampirique, qui s'appelle Marcus, qui travaille pour lui. Et ils font des recherches donc sur le sang et les créatures, parce qu'apparemment les créatures, à force de se reproduire et au fil des années, ont perdu en puissance et commencent à dégénérer au niveau des démons par exemple, psychiquement et physiquement, mais les autres créatures perdent simplement en puissance ou ne peuvent carrément pas se reproduire. Donc c'est un gros souci, et donc Matthew, lui, cherche le Ashmole 782 pour trouver l'origine des créatures, pour tenter de les sauver. Diana, quant à elle, va chercher le Ashmole 782 pour comprendre ce qui lui arrive. Et parce que, apparemment, ses parents seraient reliés... Pourquoi je fais les guillemets ? Seraient reliés à ce livre aussi, parce que son père l'aurait apparemment lu ou obtenu, ou en aurait eu quelques pages. Donc, toute l'aventure va se dérouler sur ce livre, le Ashmole 782, et sur sa quête de toutes les créatures pour l'obtenir. If we witches have the book of spells, it could change everything. Parmi les opposants à Diana et Matthew, on aura Gerbert d'Aurillac, un vieux vampire qui contrôle Venise, et Peter Knox, le chef des magiciens qui adore la magie noire. Ces deux personnages sont un peu des antagonistes car ils veulent obtenir eux aussi le Ashmole 782, mais uniquement pour leur propre bénéfice et le gain de puissance que ça pourrait apporter, et le savoir, donc du coup le contrôle de la congrégation. La congrégation qui sera un gros problème à travers toute l'histoire parce que elle peut détruire et créer des vies en un claquement de doigts juste par un choix volontaire de tous. Mais heureusement, les trois peuples sont en opposition, donc il sera très difficile à Peter et à Gerbert de faire marcher la congrégation dans le bon sens. Can't you see the danger you're in? Je disais au début de la vidéo que c'est un Twilight en mieux. Et oui, c'est un Twilight en mieux. À savoir que Twilight est une histoire pour moi qui est très très ennuyante. Je ne me suis pas amusé à regarder au-delà du 1 parce que je me suis ennuyé grave. Parce que l'histoire n'avance quasi pas à part l'histoire d'amour. Et là, on a une énorme histoire d'amour entre Diana et Matthew. Mais on aura aussi d'autres histoires d'amour en parallèle. Les tantes de Diana qui sont amoureuses entre elles et qui jugent de magie de façon différente. Une est à fond pour l'utilisation de la magie, l'autre est plutôt pour la précaution de l'utilisation de la magie. Et on aura bien d'autres histoires d'amour. On aura Marcus qui est un petit vampire qui a quelques soucis et qui ne sait pas où se placer dans la grande famille des races et des amours. Mais ce n'est pas tout. On a aussi un couple de démons qui va avoir un enfant qui apparemment va être une sorcière. Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Et ce qui est intéressant justement, c'est que l'histoire d'amour prédominante entre les deux personnages, bien sûr, je dis prédominante parce que c'est l'intérêt premier, cette histoire d'amour, n'empiète pas sur l'intérêt général de l'histoire et de la poursuite du Ashmole 782. C'est embriqué correctement pour ne pas t'emmerder avec une simple histoire d'amour avec un monde qui tourne autour. Et c'est extrêmement bien fait, et ce qui donne cette idée, à mon idée à moi, que c'est mieux organisé que Twilight. Bien sûr, ce n'est pas un grand film, grand budget, avec des décors de la mort et des effets spéciaux qui tuent tout. On est d'accord, c'est une série simplement.
mais elle a son avantage parce que son histoire est beaucoup mieux construite et ne tourne pas uniquement sur l'histoire d'amour des protagonistes principaux. For which, if you do, it'll be war. Sur ces 2 saisons, la série va évoluer et va prendre en ampleur parce que à la fin de la saison 1, il se passe quelque chose et nous allons avoir des flashbacks et des passages dans le passé. You thought I would not find out. À l'époque victorienne, on a des décors somptueux, on a des robes magnifiques, des scènes méga trop de la balle. Franchement, je trouve que c'est vachement bien foutu. On pourrait même se rallier à Outlander là-dedans, c'est vraiment bien fait. Bon, bien sûr, on n'aura pas de grands détails de comment la vie se passe exactement à cette époque, mais on a quelques petites pointes ici et là, davantage sociétaires ou d'apprentissage de la vie de l'époque. All creatures will alter our understanding of life. Et c'est vraiment excellent de voir aussi, par exemple, l'évolution des vampires et des sorcières de l'époque à celle d'aujourd'hui. Même si il est vrai que la partie dans le passé ralentit un petit peu l'intrigue générale malgré tout, parce qu'on sait pourquoi on a ces flashbacks et ces passages dans le passé, et donc on sait où c'est qu'on va en arriver dans le futur de toute façon, mais c'est quand même super bien foutu et hyper intéressant. Un côté un petit peu négatif, parce qu'on ne peut pas dire que du positif, parce que j'ai beaucoup aimé cette série, mais elle a quand même des côtés négatifs, ça c'est sûr. De temps en temps, on se demande pourquoi. Des vampires qui ont entre 400, 600, 1000 ans et qui agissent comme des gamins de 20 ans, ça me perturbe. Ça me perturbe énormément parce que je suis d'accord qu'un vampire est peut-être beaucoup plus sensible, un cœur beaucoup plus fragile ou quoi que ce soit, mais de là à se prendre pour un gamin de 20 ans, c'est n'importe quoi après 400 ans de vie. Je veux dire, à un moment, ton cerveau, il s'est un peu développé, t'as un peu commencé à contrôler ton cœur, tu commences à devenir quelqu'un de vachement plus intelligent qu'un simple humain de base. Et ça, c'est un peu le souci que j'ai avec les vampires dans ce monde, c'est que c'est un peu n'importe quoi. À ce niveau-là, c'est un peu n'importe quoi. Mais en même temps, ça crée une espèce d'univers un peu ressemblant aux elfes du Seigneur des Anneaux, tu vois, qui ont des valeurs et des sensibilités plus grandes que les êtres humains. Pourquoi pas, je veux bien. Mais moi, ça me perturbe quand même quelque peu. Mais c'est un petit détail, c'est un petit détail. On a des passages aussi un peu what the fuck, qui... C'est des séries, tu vois, c'est bien monté, mais tout d'un coup, il y a un truc qui merde. Genre, par exemple, à un moment, on demande à un personnage de s'asseoir près du feu et de se réchauffer avec une veste sur les épaules, et 2 secondes après, un autre personnage lui dit « Viens, on va là-bas ». Donc, à un moment, le personnage avait froid, avait besoin de se réchauffer, de se poser devant le feu, donc elle s'est posée devant le feu, on lui a donné la veste, et 1 seconde après, il faut se barrer. Donc, elle a plus froid. Donc, tu vois, il y a 2-3 petits passages comme ça qui sont un peu, bon, ok, j'avoue, c'est pas génial, mais il y en a très très peu, et franchement, ça ne dérange absolument pas l'histoire. Mais c'est vrai que, si on est tatillon, on peut trouver des petites erreurs. Donc je veux pas dire que la série est parfaite, et que tout est parfait, mais ces petits défauts sont vraiment, vraiment très très minimes. Même si, c'est vrai, on peut aussi se poser des questions des fois par rapport à la magie, mais comment ça fonctionne, à quoi ça sert. On essaie de te donner des petites astuces, on te dit qu'il y a des fils qu'il faut nouer ensemble pour faire des sorts et tout, nanana. The whole world is in your grasp, Diana. Ok, mais c'est un peu... C'est un peu la force quand même, c'est un peu... vas-y, je te balance des trucs. Parce que les sorciers, quand tu les vois faire, ils font des incantations, ils parlent de quelque chose, ils utilisent un objet, donc là, c'est logique, tu vois. Mais quand Diana fait de la magie, c'est boule de feu. Et puis voilà, quoi, tu vois, je veux dire, j'ai un petit problème sur le contrôle et la maîtrise de la magie. Mais sinon, c'est assez cool. C'est assez cool, c'est bien monté. Et puis comme je dis, pour les démons, je ne peux pas vous dire, puisque de toute façon, on ne sait pas grand-chose d'eux, à part qu'ils sont mitigés dans leur tête. Donc je ne peux pas dire autre chose par rapport aux démons. What are they planning? Donc voilà, c'est une série grandiose avec d'excellents costumes, d'excellents acteurs. Je suis d'ailleurs très étonné par tous ces acteurs, même si il est vrai que le personnage de Gerbert, c'est un peu écrit avec le cul. C'est un peu un personnage, je suis méchant. Pourquoi? Parce que je suis méchant. Mais sinon, en général, tous les personnages jouent très très bien et c'est assez cool. On rentre assez facilement dans l'univers de ces personnages, même si on a par exemple Satou, une des sorcières méchantes, qui au premier abord, quand elle joue son personnage, tu te dis mais
elle est out of time, ça joue pas, c'est pas crédible. Mais en fin de compte, après 1 ou 2 épisodes où tu la vois et tu vois qu'elle maintient cette espèce de personnalité un peu hautaine, un peu extérieure au monde, vide, et ben tu comprends que ça peut être une attitude de sorcière et d'un certain clan de sorciers, nani, nana. Et ça passe. Donc franchement, on est super bien au niveau des acteurs, au niveau des costumes, c'est monstrueux. À l'époque médiévale, c'est incroyable les costumes qu'ils ont, c'est vraiment super bien foutu, les ambiances, les décors, tout. Donc c'est une série excellente à regarder, absolument, je vous le dis. Si vous avez aimé n'importe quoi qui était en rapport avec des sorcières, n'importe quoi qui était en rapport avec des vampires, n'importe quoi qui... ah non, pas n'importe quoi qui était en rapport avec les démons, parce que je suis pas sûr, hein. Je suis pas encore sûr. Mais par contre, si vous avez aimé Twilight, il n'y a aucun problème, vous allez bouffer les épisodes, c'est grave. Moi j'ai bouffé les épisodes graves, alors que franchement, je vous dis, hein, les histoires d'amour, ça ne m'intéresse pas. Mais la sur-intrigue qui est celle du HMOL 782, elle me booste à fond, c'est vraiment trop cool. Il y a des mystères, il y a des ambiances, tantôt film horrifique, tantôt film d'amour, tantôt film de magie, c'est excellent. Il n'y a que du bonheur pour vous là-dedans, franchement, allez-y sans aucun problème. If he breaks the rules, he pays the price. On va passer dans une mini partie spoil où je vais vous parler de ce que j'ai vraiment bien aimé dans la série et on va faire une mini théorie claquée au sol qui, à mon avis, tout le monde la connaît. Allez, c'est parti. Time to choose your side. Donc dans la partie spoil, qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé? J'ai particulièrement aimé par exemple dans la saison 2 la Reine d'Angleterre. La Reine d'Angleterre, tu vois, contrôle un peu les vampires et possède Matthew comme étant son ombre, donc son agent secret de l'ombre qui va glaner des informations dans les autres pays pour que la puissance de l'Angleterre soit gigantesque. Mais quand on voit la reine et tout, on se dit ah mais en fait c'est une créature, nanani, nanana, on réfléchit, c'est peut-être un vampire, c'est peut-être une sorcière parce qu'elle est super puissante et il y a tout le monde qui plie le genou devant elle alors que c'est des créatures de la nuit. Mais en fait non, c'est une humaine parce que les humains doivent être contrôlés par des humains. Les humains peuvent utiliser les créatures, mais voilà. Donc la reine, effectivement, est bel et bien humaine et restera humaine malgré qu'elle ait le contrôle sur les créatures et sur leur monde. Et j'ai trouvé ça hyper bien foutu et dans une idée très développée de ce qu'on appelle dans Vampire la Mascarade la Camarilla, c'est-à-dire qu'il faut cacher notre existence, sinon les humains ils partiraient en cacahuète et ils viendraient tous nous buter. Donc je trouve ça vraiment excellemment bien foutu au niveau de ce personnage qu'est la reine d'Angleterre. Un autre truc aussi qui sort quasiment tout droit de Vampire la Mascarade, c'est l'avènement du sang clair. C'est-à-dire que les vampires, ils partent en cacahuète, tu vois, les démons aussi, ils deviennent fous, et puis les magiciens, ils sont de plus en plus nuls. Mais l'avènement du sang clair et autres, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que par exemple, le petit Marcus ne peut pas reproduire de nouveaux vampires, parce que son sang n'est pas assez puissant. Donc il ne peut sauver personne ou créer personne comme enfant. Donc c'est assez intéressant dans le développement et le déclin des créatures. J'aime bien l'idée du déclin des créatures et l'explication comme quoi il y en avait beaucoup avant. Il y avait quasiment 50-50. 50% de créatures, 50% d'humains sur Terre. Et au fur et à mesure, elles ont disparu. Alors on ne parle pas de toutes les créatures qui existaient, parce que c'est possible qu'il en existe plusieurs, mais en tout cas des créatures de base qui sont de l'histoire. Et j'aime bien cette idée du déclin et de la tentative de sauver les gens du déclin, ce qui fait un peu un parallèle avec aujourd'hui, on est en train de tout détruire, notre planète va se bousiller, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour la sauver. À la fin de la saison 1, Diana et Matthew doivent s'enfuir parce que la congrégation vient les chercher avec toutes les créatures les plus puissantes. Donc ils décident de se téléporter dans le temps pour aller chercher le HMOL 782 dans le passé. This is about your presence, making matters even worse. Alors, on a un déplacement temporel. Et j'ai bien aimé l'idée de ce déplacement temporel. Parce que le déplacement temporel veut dire que quand tu vas à une époque, quoi que ce soit, où tu étais déjà, le toi de cette époque n'est plus là où il était et il devient celui que tu es maintenant. Donc tu ne modifies pas ton passé et tu ne peux pas te croiser pour te raconter quelque chose. Si tu veux que quelqu'un te ramène quelque chose du passé, il va falloir que tu laisses un indice dans le passé pour le découvrir plus tard, ou que tu demandes à quelqu'un de présent de venir te le dire plus tard, mais tu ne pourras pas te donner un message à toi-même. Tu ne pourras pas te croiser toi-même, ce qui ne créera aucun paradoxe techniquement. On peut toujours venir chercher le paradoxe à gauche, à droite, mais techniquement non, il n'y a pas de paradoxe en cours. Et j'ai trouvé cette idée vraiment intéressante.
le truc que j'ai trouvé aussi intéressant, mais aussi un peu tiré par les cheveux, c'est-à-dire que à un moment, Diana, elle va apprendre à tisser les sorts, parce que c'est une tisseuse, elle peut créer de nouveaux sorts. Donc du coup, on comprend pourquoi est-ce qu'elle peut faire un peu boule de feu comme tu veux. Mais si elle sait pas tisser les sorts avant, comment elle fait? Enfin bon, c'est pas grave, c'est un lien avec le H-Maul, je me pose pas trop de questions, voilà, c'est de la magie. De toute façon, ta gueule c'est magique, tu connais la règle, voilà. Donc c'est une tisseuse, elle apprend à tisser les sorts. C'est hyper intéressant parce que du coup, dans le monde actuel, dans notre monde actuel, il n'y a plus de tisseur de sorts. Donc elle devient une tisseuse de sorts. Et en tissant son sort ultime, en mettant toutes les magies ensemble et en faisant un nœud avec, en disant ces magies m'appartiennent, elle crée un familier. Quelque chose qu'on n'a pas vu des 2 saisons entières. On apprend maintenant que si tu arrives à tisser les sorts et tous les tisser ensemble, tu deviens une sorcière accomplie et là tu obtiens un familier. Le familier sera un dragon de feu. Alors évidemment, c'est hyper pratique contre les vampires. Je ne fais pas dire que c'est hyper pratique parce que ça craint quand même le feu et ça brûle, tu vois. C'est pas genre ça résiste, ça brûle. Mais par contre, je me demande si ça aura une utilité contre les démons. Bon, si les démons partent sur la même origine que les vampires, techniquement, ben oui. Mais est-ce qu'il y a des démons de feu? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs magiques? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais du coup, le petit dragon, parce que c'est pas un dragon mode Daenerys, hein. Non, c'est un dragon de poche, hein. Mais qui balance des sorts boules de feu de ta maman. Donc, j'ai trouvé sympathique l'idée de ce dragon. Effectivement, il est full image de synthèse. Il est full effet spécial, lumineux et tout ce que tu veux. Mais il rentre encore vachement bien dans le contexte. J'ai eu beaucoup peur avec d'ailleurs les sorts de magie à la base. En voyant d'ailleurs un WandaVision où j'avais eu beaucoup de problèmes avec la magie dedans. Je me disais, la présentation de magie en général dans les films, hormis dans Doctor Strange où c'est officiel que c'est des super rayons lumineux qui partent dans tous les sens, qui sont improbables et qui sont des effets de synthèse pour être beau à l'image. En général, ça part en cacahuète quand tu nous fous de l'image de synthèse, des cercles, des logos et tout. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça. La magie est vachement bien foutue, hein. C'est des effets spéciaux très très basiques avec des chandelles qui s'allument, de la fumée, ou alors simplement des effets de poussée tirée avec des ventilateurs. Il n'y a quasiment aucun effet spécial hormis ce petit dragon et le dragon rentre bien dans le décor. J'ai trouvé ça vraiment excellent à ce niveau-là. Je ne sors pas du truc à cause de la magie parce que c'est piou-piou, boule de feu, piou-piou, boule de feu, voilà. Donc j'étais très impressionné par le fait d'utiliser la magie sous sa forme la plus basique du cinéma, c'est-à-dire avec des effets spéciaux classiques. Undefined by the worst things you've done. Et la dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que enfin, dans ce monde, dans cette congrégation et machin et tout, on a des vampires, on a des sorciers, on a des démons, et puis les humains qui se baladent à gauche à droite. Et on a Marcus, qui bien sûr est un vampire sur le déclin, qui ne possède d'un sang très peu élevé, ou patati patata, qui lui reste en connexion avec les humains. Il va donc se mettre en couple avec une humaine, ce qui va faire entrer une humaine dans ce cercle de la congrégation pour commencer à parler. Enfin, pas à la congrégation directement, mais avec cette nouvelle forme de congrégation que vont créer les nouveaux personnages qui veulent allier les races plutôt que de faire en sorte qu'elles se battent comme depuis des millénaires. Et j'ai trouvé très intéressant l'idée de faire rentrer un humain et son point de vue et sa philosophie d'humain dans les conflits des créatures. C'est un point intéressant que très peu d'univers qui comportent ces créatures ont pris en charge ou ont osé faire. Parce que un humain est censé être le bétail, la créature ridicule, qui ne sert un peu à rien et qui sert que de fond pour qu'on ait peur, parce que nous sommes des humains et nous sommes manipulés par toutes ces créatures tellement plus fortes que nous, voilà. Et là, non, on fait rentrer aussi dans ce monde et on lui donne une voix, et je trouve ça très intéressant au niveau du développement. Bon voilà, donc je suis arrivé à la fin de la saison 2. À la fin de la saison 2, on a donc un pseudo-retour proche de Diana et de Matthew du passé. On a le château de 7 tours qui se fait attaquer par la congrégation dans très peu de temps. Et on a une prophétie qui annonce que l'enfant du loup et du lion va détruire toutes les créatures. Alors, on a deux options pour cet enfant. On a l'option, c'est l'enfant de Matthew et de Diana. Ce qui semble être évident, puisque Diana a été nommée Malion plusieurs fois par Matthew, et que Matthew a été appelé le loup.
Donc l'enfant du loup et du lion, techniquement, c'est l'enfant de Diana et Matthew. Donc c'est l'enfant du couple principal qui mettra fin aux créatures. Ok. Mais on a un deuxième enfant. Cet enfant qui est un magicien qui naît d'un accouplement démoniaque. Qui apparemment risque de passer entre les mains de Nox. Voilà. Donc la théorie, elle est... Le grand méchant de l'histoire, il est fort possible que ce soit l'enfant des deux démons qui est un sorcier de la mort et qui va tout péter sa mère. Mais que l'enfant de Matthew et Diana va effectivement mettre un terme au monde des créatures tel qu'il existe. En gros, on se fait pas chier, on prend le principe de Twilight. C'est-à-dire que, du coup, on va faire un enfant qui est une prophétie de la fin du monde des créatures, mais pas de la fin du monde des créatures, plus de créatures, non, de la fin du monde des créatures tel qu'il est. Donc, à interprétation. Et bien sûr, toutes les personnes qui sont au courant de cette prophétie, on leur a mis en garde contre cette prophétie, parce que ce sont les gardiens de la congrégation, donc des anciennes lois et des anciennes coutumes des créatures. Donc on en vient à un espèce de parallélisme de Twilight, où les créatures vont vouloir tuer un enfant parce que cet enfant veut faire en sorte que toutes les créatures s'entendent. Donc ça, c'est ma théorie claquée au sol, et c'est tellement téléphoné que j'y crois même pas comment c'est téléphoné, mais bon, on va dire que ça a une certaine logique. Maintenant, il faut voir encore ce que le Ashmole 782 a à voir là-dedans, parce que ça, c'est mon véritable petit dada dans cette série, c'est de savoir à quoi il sert. Dans la saison 2, on apprend qu'apparemment, c'est peut-être pas un livre de la vie, mais un livre des morts, parce que le livre a été fait avec des peaux, des cheveux et des poils de créatures. Donc, est-ce que les créatures sont sacrifiées pour faire le livre de la vie? Est-ce que ce livre a été créé par un grand magicien très très mauvais, très très méchant, qui voulait contrôler tout le monde et détruire toutes les créatures et tout, parce qu'il avait le savoir ultime? Je ne sais pas encore. Je suppose aussi dans cette petite théorie que le Ashmole 782 sera retrouvé par Diana et Matthew dans le présent, et volé par l'entité méchante, le méchant suprême, qui voudra utiliser le Ashmole pour tous tuer. Mais comme l'enfant que porte Diana, qui a été marqué par le Ashmole et qui est l'enfant d'un vampire, et qui sera sûrement bicolore, on dit bicolore hein, s'il est vampire sorcier, ou on dit double power, ou on dit quoi? Moi je dis bicolore parce que je vois Magic, alors il est bicolore, aura un pouvoir supplémentaire qui pourra contrer le Ashmole et peut-être le purifier pour le transformer en livre de la vie. Voilà, ça c'était mes théories finales. Tu regardes encore cette vidéo? Bah alors commente vite pour me dire si t'as trouvé cool Discovery of Witches, ou si tu vas le regarder grâce à ma vidéo. Mets-moi un pouce bleu puis partage aux potes, on sait jamais, ça peut peut-être servir. Il y a des gens qui cherchent des séries à regarder en ce moment, non? Tu crois pas? Ouais, moi je crois. Mais fais-toi plaisir en regardant des séries sur les chaînes que tu veux, sur les sujets que tu veux. Si tu kiffes les vampires, va lire du Anne Rice, ça déchire. Si tu veux faire du jeu de rôle, prends les jeux de rôle de White Wolf avec les loups-garous, les mages, les vampires, les spectres et tout ce que tu veux. C'est le meilleur du monde, c'est le meilleur du monde. Et fais-toi plaisir. C'était Gitaku, absolument pas en live et totalement en différé. J'ai enlevé mon bandage si t'as suivi mes vidéos. Allez, ciao! Ooh, child, things will get brighter. Then bring it down hard. Someday. What are you doing? Dance off, bro.